On va commencer par une introduction. Jean-Paul Emetti va très rapidement vous parler de notre académie et des prix télévisuels dans le cadre de l'académie. Ensuite, Marie Cheval, présidente de la FACT, Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, j'ai appris ma leçon, et présidente de la cérémonie, qui a fait donc l'honneur de présider cette cérémonie. Et ensuite, moi-même, qui vais assurer le fil conducteur. Donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Paul Emetti qui va nous présenter en moins de 2 minutes notre académie. Bon, d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette 3e édition des prix télévisuels de l'Académie des sciences commerciales. Alors, cette académie, créée en 1957, regroupe 40 personnalités, dirigeants, parfois ex-dirigeants, universitaires, experts de renom. L'objectif étant de l'analyse et la prospective sur les grands enjeux du commerce, avec toujours un esprit de rigueur et d'indépendance. Ceci pour vous dire que, en fait, nous avons 3 activités essentielles. La première activité consiste à décerner chaque année des prix aux meilleurs ouvrages, événements qui a déjà eu lieu, et aujourd'hui aux meilleurs documentaires télévisuels. La deuxième activité consiste à publier toutes les semaines des articles issus de nos travaux, ces articles étant écrits par nos membres. Et enfin, ce qui peut paraître quelque part décalé par rapport à Wikipédia et autres, eh bien, nous sommes fiers de mettre à jour régulièrement le dictionnaire commercial qui est composé de environ 8000 mots et expressions traduits en 4 langues. Voilà, une de nos vocations étant de contribuer au rayonnement de la langue française qui est un vecteur de développement commercial dans les pays francophones en tout cas. Je tiens à remercier le SIEC et plus particulièrement le club des managers de centre-ville, représenté par notre confrère Thibault Le Carpentier qui est peut-être là, de nous permettre de tenir cette cérémonie dans cet espace. Et je remercie très fortement ma voisine, Marie Cheval, présidente de la FACT, qui a accepté de présider la cérémonie. Quant à Marc Benoun, vous l'avez deviné, ce sera lui qui sera le gardien du temple, du fil conducteur de toute cette soirée. Et je passe la parole à Marie, si elle permet, je l'appelle Marie, qui va nous parler de la place du commerce dans la vie quotidienne des Français. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est la première fois que je préside une cérémonie. J'ai l'impression d'être au César. Je me dis que j'aurais dû acheter une robe pour l'occasion. Donc effectivement, je suis Marie Cheval. Alors quelques mots peut-être sur le SIEC et la FACT. Le SIEC, c'est le Salon international des espaces commerciaux. C'est un salon qui réunit tous les ans les bailleurs de centres commerciaux et les enseignes, qui est un événement important pour nous. On est ravis de vous y accueillir. Et la FACT, c'est un peu l'association professionnelle des centres commerciaux, des retail parks et de tous les espaces commerciaux en France. Je voulais intervenir effectivement pour rappeler combien les centres commerciaux, les espaces commerciaux sont au cœur de la vie des Français, parce que nous sommes une profession qui a été beaucoup décriée. Les centres commerciaux, ils sont nés il y a 60 ans, quand on a inventé les hypermarchés. Ils se sont développés partout en France avec un modèle assez spécifique qui est lié aux spécificités d'abord géographiques de la France. Il y a beaucoup de villes moyennes en France et donc il y a énormément de centres commerciaux, beaucoup plus que dans d'autres pays. Les centres commerciaux, ils se sont développés en France autour des hypermarchés. On a construit des hypermarchés, des parkings et des centres commerciaux, et ce modèle-là perdure jusqu'à présent. Et il y a aussi une autre spécificité, c'est qu'ils sont pour la plupart adossés à beaucoup de marques françaises. La France a inventé beaucoup de marques que le monde entier nous envie, Decathlon, Intersport, Cultura, Fnac, etc. Ça, c'est vraiment une spécificité du modèle. Je passe beaucoup d'années. On est arrivé au Covid, les centres commerciaux ont été fermés, on a été considérés comme non essentiels. Et à cette époque-là, et ça avait commencé un peu avant, tout le monde a dit les centres commerciaux vont disparaître. Vive le e-commerce, etc., etc. Et on ne s'est pas aperçu, post-Covid, à la sortie du Covid, que les Français sont revenus dans les centres commerciaux. Et c'était tout à fait intéressant puisque tout le monde avait testé le 100% online et les Français sont revenus dans les centres commerciaux. D'abord parce que
je crois que les centres commerciaux font partie des lieux qui restent qui créent du lien social, qui permettent aux gens de sortir de chez eux. Ce sont des lieux où les gens se mélangent et il n'y a finalement plus beaucoup de lieux en France où on retrouve, un peu comme dans la pub célèbre pour un restaurateur, venez comme vous êtes, on vous prendra, où les gens se mélangent quelle que soit leur classe sociale ou leur origine. Il y avait l'armée, il y avait l'église, il y avait l'école. Je pense qu'on ne se mélange plus trop, on se mélange beaucoup plus dans les centres commerciaux. Donc il y a cet aspect social et quand on interroge nos clients, on s'aperçoit par exemple que pour les adolescents, ils adorent les centres commerciaux parce qu'ils peuvent s'y retrouver. C'est des lieux de défense du pouvoir d'achat et ça c'est très intéressant. On a parfois une vision un peu trop parisienne du commerce. On s'imagine que tous les Français vont faire leurs courses en vélo au marché bio du boulevard Raspail. Ça n'est pas le cas. 72% des achats en France se font dans des zones commerciales, centres commerciaux, retail park, zones commerciales. Voilà. Ce sont des lieux également qui évoluent. Et c'est ça sur lequel je voulais terminer. Ce sont des lieux qui se sont puissamment transformés. On ne les a pas détruits et reconstruits parce que quand vous avez un centre commercial qui existe depuis 60 ans avec un hypermarché, c'est très compliqué. Mais on les a rénovés, restructurés, on a changé les façons de faire. On est aussi en train de décarboner. Vous savez qu'en France, on ne peut plus construire sur des terrains un peu plus artificialisés de terrain et donc on utilise les parkings pour transformer nos centres commerciaux. Et puis, on travaille beaucoup sur les marques qui sont présentes dans les centres commerciaux. Il y a toujours eu, le commerce, c'est un renouveau permanent et donc nous accueillons des nouvelles marques. On parle beaucoup en ce moment des difficultés d'un certain prêt-à-porter français. Ça provoque une émotion légitime, mais il y a aussi beaucoup de secteurs et beaucoup de marques qui se développent, que ce soit la restauration, les loisirs, la santé. On ouvre des cabinets dentaires dans les centres commerciaux. Ou également des marques discount. Je voudrais par exemple citer Action. Voilà, et donc je voudrais conclure je crois que c'était très intéressant dans ces documentaires que nous avons visionnés, c'est que ça permet toujours de répondre à certaines idées reçues. Et donc les idées reçues, c'est cette vision très parisienne que les centres commerciaux ne sont pas importants. C'est l'idée que le e-commerce va tuer le commerce physique. Il y a une complémentarité évidente entre les deux. On l'a bien vu après le Covid. Les clients, ils veulent tout. Ils veulent parfois commander en ligne. Ils veulent aussi venir en magasin pour le conseil, pour échanger. Et puis parce que c'est dans beaucoup d'endroits la façon la plus rapide d'acheter, de repartir avec l'achat que vous avez fait. Et puis les centres commerciaux, on pense qu'ils polluent. Oui, nous avons été des affreux bétonneurs, mais nous évoluons dans nos façons de travailler, de conduire nos projets, de décarboner aussi. Et l'un des gros chantiers à venir, c'est notamment d'arriver à mettre des panneaux photovoltaïques sur nos parkings ou encore de conduire des projets sans artificialiser et plutôt en mettant davantage d'arbres sur nos parkings que de béton. Voilà ce que je voulais vous dire, ce plaidoyer un petit peu pour les centres commerciaux et je laisse la parole à Monsieur Marc. Donc je vais vous décrire la structure de la présentation de ce soir. Donc je vais d'abord vous parler des membres du jury. Si vous comptez bien, il y en a 9 car nous avons eu une démission récente. Donc les personnes qui sont membres du jury, Zisla Belia, je vais très rapidement les décrire. C'est la spécialiste des médias, mais plutôt dans l'aspect quantitatif, et Zisla qui doit être présente ici. Si je suis incorrect, elle me rectifie. Marc Benoun, je suis co-créateur avec Marie-Louise Eliès-Acide d'un DSS qui s'appelle maintenant Master 2 de distribution à Dauphine. Jean-François Bosquet qui a eu la difficile tâche de coordonner l'académie avec les prix étudiants, qui est un spécialiste des panels et qui maintenant aussi touche beaucoup à la finance, je crois. Ensuite, Madeleine Champagne qui n'est pas là, qui est au Canada et qui même exactement en Serbie actuellement en vacances. C'est notre correspondante au Canada qui est devenue membre de l'Académie. Et nous avons toujours voulu ouvrir à la francophonie et nous allons continuer à le faire. Donc Blaise Durand-Réville, le grand spécialiste du développement international.
Nicolas Inglard, qui a d'abord été notre correspondant en Suisse romande, francophone, et qui est maintenant membre à part entière de l'Académie. Hélène Alison, qui a créé un master d'humanité et qui était directrice du département langue espagnole de l'Université Dauphine. Gérard Noël, qui a été un grand spécialiste des PGC et qui est maintenant médiateur. Et enfin Gilles Paco, qui a aussi un lourd passé dans les produits de grande consommation chez Unilever et chez Nestlé, et qui maintenant m'a largement aidé dans la réalisation de cette soirée. Déroulement de la cérémonie. Alors nous avons 2 ou 3 parties, prenez ça comme vous voulez. D'abord, nous allons vous présenter les 10 nommés parmi les 52 documentaires que nous avons visionnés. Donc il y a 10 documentaires nommés. Et ensuite, à l'issue de cette présentation, je dirais audiovisuelle de ces 10 nommés, nous allons pouvoir décerner les prix à proprement parler aux 4 lauréats. Et ensuite, nous avons, si nous avons le temps, échanger, mais peut-être que ça sera un échange autour d'un cocktail et autour d'un verre. Donc, florilège des 10 nommés. Alors, vous allez avoir à l'écran, je vais me taire, la liste des 10 nommés. Je vous laisse les regarder. C'est pas très gros, mais peut-être que vous pouvez lire. J'aime bien faire des typologies et on a essayé cette année, comme chaque année, de regrouper les nommés en des types. Cette année, il y a quelque chose qui est apparu par rapport à l'année dernière. C'est le fabuleux marché de l'occasion ou de la seconde main quand on veut être un petit peu plus chic. Donc l'occasion est un thème important dans les documentaires qu'on a nommés. Puis ensuite les entreprises, alors je les commenterai rapidement. Tout plaqué pour ouvrir un commerce, c'est la démangeaison des cinquantenaires de créer leur entreprise, et vous allez voir plus de détails tout à l'heure. Ensuite, naturellement, on n'échappe pas aux difficultés du centre-ville. Ensuite, une immersion dans l'entreprise sous forme d'un patron Pinsbury, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des chaussures de luxe. Immersion dans l'entreprise pour observer de l'intérieur. Enfin, un docu-fiction, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, l'invention du luxe à la française, dont nous aurons l'occasion de reparler. C'est une action qui se déroule au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et puis enfin, un autre thème qui était déjà apparu l'année dernière, qui est le thème de la livraison. La livraison et le dernier kilomètre et le quick commerce sont des éléments qui viennent souvent dans l'actualité. Donc on aura un documentaire sur les géants de la vente sur Internet et les réactions des petits commerçants. Je ne crois pas que ce soit petits commerçants qu'il faut dire, des nouvelles formes de commercialisation. Notamment, il y a une chose qui m'a frappé, c'est les casiers remplis par des agriculteurs. Des casiers avec des codes, on peut avoir ce qu'on souhaite dans ce qu'il y a dans le casier. Et ensuite, il y a un documentaire canadien qui est Derrière le sourire d'Amazon. C'est une critique, comme il y en a beaucoup sur Amazon, et sur aussi son système de livraison. Et enfin, les livreurs de colis, les prolétaires du dernier kilomètre, c'est un documentaire extrêmement critique de la radio-télévision suisse sur les pauvres prolétaires du dernier kilomètre dans la neige. Vous allez peut-être voir quelques images tout à l'heure. Les documentaires de l'occasion qu'on va voir, on va voir quelques extraits, quelques images. Je vous laisse regarder. Donc le premier documentaire dont on va avoir un extrait, c'est le fabuleux marché de la seconde main. L'inflation fait grimper les prix. Enquête sur le marché de la seconde main et la chasse aux bonnes affaires. 50 centimes ? Eh ben je vais vous prendre celui-ci. Participer à un vide-grenier pour quelques euros à la fin de la journée, c'est souvent galère. Mais de nouveaux magasins révolutionnent le secteur. Quelles sont leurs méthodes pour revendre vos articles d'occasion ? Vous avez vendu 994 € net pour vous. Les géants de l'électroménager comme Darty ou Boulanger se mettent aussi à vendre des produits d'occasion. Les bonnes affaires sont-elles au rendez-vous ? En magasin, je vais avoir la garantie derrière. Attention, ne jetez plus vos vieilles baskets, certaines peuvent valoir des fortunes. Révélation sur les secrets de ce marché insolite. Typiquement, cette paire, elle est valorisée à 949 €. Vide-grenier et vente d'occasion, le fabuleux marché de la seconde main. C'est dimanche, Temps Capital sur M6. Donc deuxième documentaire au groupe du thème de l'occasion, 98 minutes, enquête sur encore une fois les marchés de l'occasion.
Le marché du luxe à la française, le marché du luxe plutôt de seconde main, c'est un documentaire franco-allemand. C'est au pied du Vésuve, dans la région de Naples, que les vêtements usagés sont triés et redirigés vers le marché international. Thérèse D'Annunzio, Verena Lenge, David Kralchak et Fabian Weber ont fait le déplacement depuis l'Allemagne. Depuis près de 2 ans, ils sont tous les 4 grossistes en vêtements de seconde main. Aujourd'hui, ils viennent en Italie rencontrer l'un de leurs fournisseurs. Quand on entre ici, on a l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. Seulement 4 à 5% de la marchandise de cet entrepôt peut être considérée comme vintage, c'est-à-dire en bon état et âgée de plus de 20 ans. Pour les 4 jeunes entrepreneurs, ce modèle économique n'est pas seulement rentable d'un point de vue financier. Il favorise aussi l'économie circulaire. Pour moi, l'avantage et la particularité du vintage ou de la seconde main, c'est que la probabilité de croiser quelqu'un qui porte la même tenue est vraiment mince. L'augmentation de la demande fait grimper les prix et accroît le risque de tomber sur une contrefaçon. À 34 ans, et grâce à sa passion pour le vintage, Johanna fait désormais figure d'experte en la matière. Elle est capable de reconnaître des contrefaçons que même les propriétaires des objets ignoraient. Le marché de gros de David, Fabian, Verena et Thérèse est un succès. Après seulement 2 années d'activité, ils ont couvert leurs dettes et leur entrepôt est déjà trop petit. Nous allons passer au deuxième groupe, les documentaires qu'on peut regrouper autour de l'idée du commerce. Premièrement, je dirais le gratouillage des gens de 50 ans qui veulent créer leur entreprise, vous allez voir quelques exemples. Ensuite, malheureusement, les difficultés d'un certain nombre de centres-villes, donc c'est un documentaire autour de la difficulté des centres-villes et les solutions que certains maires et managers de centre-villes peuvent apporter. Ensuite, nous allons nous immerger dans l'entreprise à travers Patron Incognito. Ensuite, l'invention du luxe à la française, c'est un documentaire, plutôt un docu-fiction, qui se déroule durant la période du XVIIe et du XVIIIe siècle. Vous en saurez un peu davantage après. Tout plaqué pour ouvrir son commerce. Ils osent l'aventure. La concrétisation de mes rêves, de ce que j'ai en tête en tout cas. J'ai hâte. Le commerce de centre-ville, un documentaire qui malheureusement est un petit peu dépassé parce qu'on a vu ça sur YouTube, et on ne savait pas de quelle année était ce documentaire. Il se trouve qu'il est hors champ, mais peu importe, on va regarder. Suite plutôt Patron Incognito, avec donc l'immersion de l'entreprise, et vous connaissez le principe de l'émission, c'est un patron qui se déguise. Alors on va voir aller loin dans le temps, puisque c'est 17e, 18e siècle, l'invention du luxe à la française, comment la volonté politique a favorisé certains secteurs et créé le luxe à la française. Écran suivant. Troisième groupe, la livraison, autour de la livraison. Donc naturellement, on n'échappe pas à Amazon, mais aussi on verra comment certains petits commerçants ont pu réagir en créant presque de nouvelles méthodes de commercialisation. Et ensuite, un documentaire très critique à l'égard d'Amazon, Derrière le sourire d'Amazon. Et puis enfin, un documentaire suisse très très critique sur les conditions de travail des livreurs de colis, puisque c'est comme ça qu'on appelle, en Suisse. Voilà, donc on va regarder quelques extraits. L'an dernier, chaque Français a dépensé plus de 2 500 € en moyenne en ligne. Résultat, le e-commerce est en pleine explosion. Je regarde les offres du moment, ça c'est très intéressant. Une aubaine, notamment pour le numéro 1 mondial du secteur, dont les ventes ont grimpé de 37% en un an. Oui, bonjour madame, j'ai un colis. Exceptionnellement, ce célèbre site nous a ouvert ses portes. Vous allez découvrir les coulisses d'une machine de guerre qui livre 16 000 colis par minute, rien qu'en France. Voilà, vous avez à peu près une heure de travail là. Rien n'est laissé au hasard, avec des méthodes surprenantes pour aller toujours plus vite. Les mathématiques, c'est comme à la bataille navale. Il suffit de suivre en fait l'appareil informatique qu'on a autour du bras. L'envers du décor, décadence infernale pour les salariés. On marche énormément, quasiment 14 km par jour. On va passer au documentaire suivant, le documentaire québécois sur le sourire d'Amazon.
qui était peut-être un faux sourire. Mike ne veut pas qu'Amazon vende ses produits à rabais pour ne pas nuire aux boutiques qui les vendent aussi. Il refuse de devenir fournisseur. Pourtant, peu de temps après, j'ai remarqué que mes produits étaient vendus par Amazon. Amazon a contourné Mike et s'approvisionne directement chez son distributeur américain. Amazon me concurrençait et faisait baisser mes prix. C'est la catastrophe. Nos ventes ont baissé de 75 à 80%. Pour couronner le tout, Mike perd le contrôle de sa fiche produit. Et enfin, le dernier documentaire dans le domaine de la livraison, les livreurs de colis de la Suisse. D'un côté, un groupe international et en bout de chaîne, des chauffeurs-livreurs souvent corvéables à merci. Malgré la peur de perdre leur job, certains ont accepté de témoigner de manière anonyme. Je suis chauffeur-livreur chez DPD depuis presque 5 ans maintenant. Ouais, la merde. La journée d'un livreur débute dans l'un des dépôts DPD. Et il s'agit d'être à l'heure. Zoran, 23 ans, se stresse dès le matin. 4h30, le premier réveil qui sonne. C'est directement une clope à la bouche et puis c'est parti. 5h30 commence le travail. On commence à scanner les colis, partager entre les tournées et puis charger la camionnette. On perd 3 heures de temps là-dedans. Plus de 3 heures même. Dans le dépôt, c'est le bordel, mais assez stress. Il est très froid, surtout en cette période-là. Porte ouverte, le courant d'air. Il fait combien de degrés dans le dépôt? Comme à l'extérieur. C'est avec une camionnette remplie à ras-bord que Zoran part ensuite en tournée. Et oui, maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, c'est-à-dire la remise des prix proprement dite. Nous avons, comme chaque année, 4 prix. Le prix des présidents, et peut-être dans certains documents, vous avez le prix du président. En fait, c'est le prix des présidents, car j'ai voulu qu'on fasse un pontage entre le créateur de l'Académie, Pierre Hasbrouck, dont on vous a parlé précédemment, et l'actuel président, Jean-Paul Émetti. Donc c'est le prix des présidents. Et ensuite, il y a le prix du jury, qui était autrefois le grand prix du jury, qui est devenu le prix du jury plus modestement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Et enfin, un prix coup de cœur. C'est une suggestion qui nous a été faite par notre correspondante canadienne Madeleine Champagne. C'est le documentaire qui a vraiment beaucoup plu à un certain nombre de membres du jury sans qu'il ait l'unanimité ou même une majorité importante. Et enfin, et c'est pour ça qu'il y a un espace entre prix coup de cœur et prix étudiant. Le prix étudiant, c'est une création que nous avons faite il y a maintenant 2 ans grâce à un pontage entre l'académie et des écoles ou universités. Cette année, c'est Paris 2, Panthéon-Assas et CM Strasbourg. Donc 2 jurys étudiants et on fusionne les notes et on arrive à un prix étudiant. Donc c'est des jurys qui sont totalement indépendants. C'est un jury qu'on appelle un jury jeune parce que vous voyez qu'on n'est pas tout jeune. Donc on a voulu un peu rééquilibrer la remise des prix avec un prix étudiant, donc un prix jeune public. Le prix des présidents et le lauréat est l'invention du luxe à la française. Donc vous allez, comme pour chaque prix, vous allez avoir la structure suivante. Il y a un membre du jury qui va présenter le documentaire. Ensuite, on aura un extrait du documentaire. Ensuite, le réalisateur, ici présent Stéphane Béguin, va remercier le jury pour ce prix. Et la première des stylistes modernes. Forte du soutien de la reine Marie-Antoinette, elle ne se contente pas de proposer des tissus. J'appelle maintenant Stéphane Béguin, à qui on va remettre donc le prix des présidents. Non, ne partez pas. Ah bon, je serai là. Voilà, bravo. Merci Marie. Bonsoir. Donc je remercie le jury puisque Marc m'a dit que c'était quand même le premier truc que j'avais à faire. Donc merci au jury d'avoir choisi ce film. Après, je pourrais dire aussi merci à Louis XIV et à Colbert qui ont été assez visionnaires et qui ont saisi les enjeux du commerce naissant donc de l'époque.
C'était une belle aventure pour moi, une belle enquête pour moi de découvrir tout ça, c'est-à-dire cette mondialisation naissante avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui germe vraiment à cette période. Donc je remercie aussi Philippe Minard qui est historien, donc qui m'a donné un peu les clés de cette histoire. Et puis surtout peut-être Bellota Film, Dominique Barneau et la chaîne Arte qui m'ont donné, disons, les moyens de raconter, de faire ce film qui est quand même tourné sur 2 ans avec des comédiens dans 7 pays différents, etc. Donc c'était un film assez ambitieux et bon, j'ai eu quand même vraiment la chance de bénéficier d'un budget confortable. Et puis enfin, je vais remercier les comédiens qui ont joué dans ce film. Je vais remercier l'équipe technique, artistique et encore une fois le jury, Marc. Oui, voilà. Bon, merci. Voilà, merci. Attention, on ne tombe pas. Ne tombe pas. Moi, je vais passer par là. Voilà. On va maintenant avoir le prix du jury. Et le lauréat est 98 enquêtes, géant de la vente sur Internet contre Protu Marsan. La guerre est déclarée. Je vais demander au rapporteur de ce documentaire de s'approcher. Donc Gérard Noël, que je vous ai très rapidement présenté tout à l'heure, qui est un médiateur et qui était dans les produits de grande consommation et dans la communication, va nous parler de ce documentaire. Alors, le jury a sélectionné ce documentaire parmi les 52 premiers, puis les 10 nommés, pour 2 raisons principales. La première, c'est que manifestement, Internet est devenu un outil de distribution extraordinaire, je crois qu'environ 70% des Français au moins une fois par an, utilisent ce vecteur de distribution. Et puis l'autre volet qui nous a interpellés et intéressés, c'est qu'en fait c'est un documentaire plein de découvertes. Et c'est la découverte d'un monde tout à fait différent, qui est presque un monde opposé à Internet, qui est celui que des producteurs et des consommateurs ont mis au point. Alors, sur Internet, je ne vais pas en parler longtemps. L'outil qui est décrit de façon extrêmement précise, l'outil logistique, l'outil, je dirais, informatique d'Amazon est absolument impressionnant. Il est même un peu sidérant. Et à la limite, comme le montre le documentaire, à la limite de l'inhumain. Et puis, c'est très bien montré, c'est même avec des témoignages et des interviews. Donc c'est la première partie de ce documentaire. La deuxième partie, c'est une découverte complète de producteurs et de consommateurs qui ont décidé, instinctivement probablement, de s'opposer à ce système, s'opposer entre guillemets. Et donc c'est l'apparition de modes de distribution ou de production tout à fait différents. C'est des productions régionales, c'est des distributeurs, des casiers auxquels notre ami Marc a fait allusion, des casiers qu'on retrouve dans des zones rurales et qui sont approvisionnés tous les jours par les agriculteurs du coin. Ce sont des marchés d'occasion, ce sont des brocantes permanentes et d'ailleurs on rejoint un thème essentiel, je crois, de l'évolution actuelle, c'est l'arrivée de l'importance de la seconde main et de l'occasion. Voilà, donc un documentaire qui nous fait découvrir d'une part un outil qu'on commençait à connaître et d'autre part un monde qu'on ne connaissait pas et qui, je crois, devait être absolument découvert, ce qui est la réalisation extrêmement bien faite de ce documentaire. Donc bravo, et parce que je crois que c'est tout à fait une avancée dans notre connaissance de la distribution. Merci. Je vais maintenant demander, Gérard, peut-être tu peux demander qu'on s'approche pour la remise du prix. Oui, nous allons remettre le prix à Léa Thirion. Bravo, donc bravo à la réalisatrice et bravo aussi au producteur qui a permis la réalisation. Voilà, bravo parce que c'est, encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait nous avons trouvé qu'il y avait une valeur ajoutée dans ce documentaire tout à fait particulière. Voilà.
C'est à vous, c'est à vous. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à l'Académie des sciences, vous m'entendez, pour ce prix. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce reportage de 70 minutes. Merci à mes producteurs qui n'ont pas pu être là parmi nous aujourd'hui, donc Thibaut Formery et Romain Renaud de chez Cartel Presse. Merci à TF1 Productions aussi, Cyril Deveau, qui a été rédacteur en chef de cette émission durant 3 ans et qui donne aussi souvent la chance à des jeunes comme moi, parce que je suis pas bien vieille, j'ai 28 ans, donc vous voyez, de faire des films, donc c'est plutôt appréciable. Et voilà, merci de vous être intéressés à mon travail et surtout à notre travail, car souvent les journalistes n'ont pas très bonne presse, mais sachez qu'on prend beaucoup de plaisir à faire notre métier et on essaye de le faire du mieux possible, en tout cas au maximum. Donc merci beaucoup. Ah voilà l'extrait, oui je me suis trompé, c'est pas grave. L'an dernier, chaque Français a dépensé plus de 2500 € en moyenne en ligne. Résultat, le e-commerce est en pleine explosion. Je regarde les offres du moment, ça c'est très intéressant. Une aubaine, notamment pour le numéro 1 mondial du secteur, dont les ventes ont grimpé de 37% en un an. Oui, bonjour madame, j'ai un colis. Exceptionnellement, ce célèbre site nous a ouvert ses portes. Vous allez découvrir les coulisses d'une machine de guerre qui livre 16 000 colis par minute, rien qu'en France. Voilà, vous avez à peu près une heure de travail là. Rien n'est laissé au hasard, avec des méthodes surprenantes pour aller toujours plus vite. C'est mathématique, c'est comme à la bataille navale. Il suffit de suivre l'appareil informatique qu'on a autour du bras. L'envers du décor, des cadences infernales pour les salariés. On marche énormément, quasiment 14 km par jour. Sur tous ces sites de vente à distance, la tentation est grande de consommer toujours plus, avec parfois de mauvaises surprises. Vous trouvez ça corail, vous? C'est pas cher, mais d'accord, mais c'est pas ce qu'ils promettent, quoi. Franchement, ça valait pas le coup. Des applis qui proposent des solutions étonnantes pour payer moins cher, comme louer ses vêtements pour ne plus se ruiner en shopping. Je fais des économies parce que je fais quasiment plus les boutiques. D'ailleurs, cette année, c'est la première fois que j'ai pas fait les soldes. Un boom de la location qui profite à de nouveaux sites, même s'il faut une sacrée organisation pour gérer le retour des colis, parfois dans un drôle d'état. On fait 150 retouches par jour. Bon là, il y a vraiment une déchirure qui est vraiment trop importante. Face à ces grosses plateformes, les petits commerçants organisent la contre-attaque avec des produits locaux et plus responsables. C'est génial, c'est meilleur que au supermarché. Fini la cohue pour faire ses courses. Près de chez vous, des agriculteurs ouvrent leur boutique en self-service. Tout ce qui est produits laitiers ici c'est plus plat cuisiné et puis aussi de la viande. Et ensuite, dans celui qui est ici, c'est tout ce qui est épicerie et légumes. Pour acheter plus responsable, la tendance, c'est l'occasion. Même les marques de grand luxe proposent aujourd'hui des articles de seconde main. Non, mais on voit qu'elles ont été bien entretenues, elles sont cirées. Il n'y a même pas beaucoup d'accros ni rien. Une célèbre enseigne de chaussures écoule des modèles parfois vieux de 20 ans en les remettant en rayon comme neuves. Là, je crois que si je la prends pas maintenant, elle va partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans l'Est, une nouvelle enseigne joue aussi la carte du vintage. Elle cartonne en remettant le troc au goût du jour. Qu'est-ce que vous aviez encore? Ça qui est emballé, je sais pas si ça peut vous intéresser. On peut y laisser ses fonds de placard et repartir avec une occasion en or. Un ordinateur comme ça dans un magasin neuf, c'est 119 €. Du coup, monsieur, c'est une bonne affaire plutôt. Absolument, absolument. Entre géants de l'achat en ligne et petits commerçants, la guerre est déclarée. Voilà. Merci. Enquête sur les nouvelles façons de consommer des Français. Le prix coup de cœur maintenant, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment 1 ou 2 membres du jury qui ont un coup de cœur pour ce documentaire. Et donc le lauréat est zone interdite, tout plaqué pour ouvrir son commerce, ils osent l'aventure. Donc Elena Lisson. Bonsoir plutôt. En 2021, plus de 1 million d'entreprises ont été créées en France. L'intérêt, le documentaire réalisé par les 2 réalisateurs, donc Candelier et Christelle Gilbert, a un énorme intérêt parce qu'il montre le parcours du combattant, de toutes ces personnes, de tous ces Français qui ont voulu quitter
arrêté de travailler pour les autres seulement et qui ont décidé de faire le pari, de travailler pour eux-mêmes, avec toutes les difficultés et toutes les énormes problèmes que cela pose d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi des structures, d'un point de vue logistique. Alors, cela a un mot fondamental qui est courage. Un autre mot serait patience, un autre mot serait aussi le parcours du combattant. Et les deux réalisateurs ont suivi pendant 1 an 4 parcours différents qui sont parfaitement détaillés, qui sont vraiment passionnants. Le premier est, vous l'avez vu dans l'extrait, le cas de Nafissatou, qui décide de créer une pâtisserie de gâteaux afro-chic à Puteaux, donc en banlieue parisienne, dans le 92, que je vous invite à aller un jour parce que les gâteaux sont délicieux, vraiment. Je suis allée en incognito, je ne vous ai rien dit. Je suis allée et je les ai apportés aussi à l'académie. Et donc, le documentaire raconte très bien donc, toutes ces difficultés pour obtenir un crédit, pour s'installer, etc. Et doublement méritoire, je le dis en tant que femme, c'est une mère de 7 enfants. Et malgré tout, malgré la Covid et tout, elle a lancé ces paris qu'elle a réussi puisque c'est toujours ouvert et avec beaucoup de clientèle. Le deuxième parcours, c'est donc, Marc l'avait dit, la cinquantaine, ce n'est pas le cas de Nafissatou, c'est un couple qui décide de tout plaquer, achète un camion et parcourt actuellement un camion qui est une épicerie éco-responsable et parcourt actuellement tous les marchés et sillonne les routes de la Bretagne. Un troisième cas est 2 filles, 2 femmes, là la cinquantaine effectivement, il y a parmi les 4 cas, 2 cinquantaines et 2 autres cas beaucoup plus jeunes. Ces 2 femmes qui ont travaillé pendant 20 ans dans le prêt-à-porter décident de tout plaquer, comme le dit bien le titre, et créer un concept store dans le Vieux-Lille qui fonctionne très bien et qui est un concept où il y a la vente de vêtements, la vente d'objets de décoration, la restauration, puisqu'on peut se restaurer, et aussi un espace dédié aux expositions. Je vous explique bien parce que je suis allée le visiter et c'est un concept qui m'a plu beaucoup. Ça c'est le troisième cas. Enfin, le quatrième cas, jeune, c'est un couple jeune, ancien entre guillemets responsable de marketing qui quitte tout, décide effectivement de tout plaquer. On continue avec les titres qui est très bien, très intéressant. Et grâce à l'aide économique de leur famille en Suisse, ils créent à Paris un restaurant qui est toujours un grand succès, un restaurant végétarien. L'intérêt de ces documentaires, qui est vraiment passionnant, j'insisterai, c'est vraiment montrer les joies et les difficultés de devenir son propre patron, de créer sa propre boîte, de créer son propre affaire. Et j'insiste beaucoup, un mot, courage et patience. Et je vous invite vraiment à le découvrir et un grand bravo aux 2 réalisateurs. Il est vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai préparé un petit mot simplement pour dire que c'est un grand honneur pour nous de recevoir ce prix. Un prix coup de cœur qui nous touche particulièrement car avec mon co-réalisateur Yann Candelier et tous les témoins suivis, je pense que nous avons tous mis personnellement beaucoup de cœur dans ce tournage. L'aventure a duré 2 ans en tout. Plus d'1 an, ouais. Bien plus d'un... 2 fois 1 an, des mois pendant lesquels nous voulions montrer que lancer son entreprise est un chemin pavé de péripéties, entre obstacles à surmonter, doutes, peurs et même une pandémie à affronter. Mais nous voulions aussi essayer de percer le mystère du pourquoi. Pourquoi, malgré toutes ces contraintes, tant de Français se lancent-ils ? Pourquoi franchissent-ils le pas alors que souvent la montagne à gravir est immense ? Ces témoins que nous avons suivis ont tous en eux des points communs. On pourrait dire une douce folie, une envie de réaliser leurs rêves, une motivation à toute épreuve et cet élan d'aller de l'avant,
c'est peut-être cela qu'on appelle l'esprit d'entreprendre. En tout cas, ces chefs d'entreprise débutants, ce sont un peu, pour nous, les héros du XXIe siècle, les explorateurs de la société moderne qui se lancent dans une conquête qui n'est pas uniquement une recherche de clientèle. Créer une boîte, c'est aussi avoir l'envie de s'épanouir autrement, de devenir acteur de son existence et de changer le monde à sa mesure. Faire aimer la cuisine végétarienne au plus grand nombre, comme Alice et Christian. Faire consommer sans plastique, comme Julie Armel. Ou encore faire bouger les lignes, comme Nafissatou, qui prouve à tous que tout est possible. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont fait confiance et nous ont permis de réaliser ce documentaire, donc qui ne sont pas forcément là, mais l'équipe d'M6 qui a lancé ce projet, Jean-Marie Tricot, Maude Brunel, Ophélie Meunier, et l'équipe qui l'a finalisé avec nous, Aurore Belzer et Hélène Mangiardi. Merci à tous pour votre regard, votre capacité d'étonnement et votre bienveillance. Merci au jury. Je peux avoir votre texte parce qu'il est remarquable. Merci. Tiens, tu prends le texte. Donc, écran suivant, s'il vous plaît. On va s'acheminer sur le prix étudiant. J'appelle Jean-François Bosquet et l'étudiante représentant les deux universités. Donc là, vous voyez tous les participants du jury étudiant, aussi bien du côté EM Strasbourg que du côté Paris Panthéon-Assas. Je vais maintenant donc attribuer le prix. Donc c'est derrière le sourire d'Amazon qui a été choisi par les étudiants de Paris Panthéon-Assas et par l'EM Strasbourg qui sont représentés ici. Et il y a d'autres étudiants qui sont de ces universités qui sont dans la salle. Je tiens à les remercier particulièrement pour leur implication et pour leur motivation pour avoir travaillé d'arrache-pied, et également leurs professeurs, Madame Dabadi et Madame Roderer, qui ont porté le projet, qui ont recruté les jurys et qui ont encouragé les étudiants. Donc, avec Apolline, nous allons essayer de trouver pour quelles raisons vous avez choisi derrière le sourire d'Amazon. Et je voulais dire au début que vous ne saviez pas que quand vous avez récompensé ce documentaire, qu'il obtiendrait aussi le prix de la francophonie. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment, le fait qu'il soit canadien et francophone? C'est un sentiment de joie parce que ce choix a été fait de manière totalement indépendante. Et donc je suis très heureuse de remettre un prix à un documentaire canadien et francophone. Et alors, pour passer aux critères qui ont permis de sélectionner et de primer ce documentaire, qu'est-ce qui se cache, alors pour vous, derrière le sourire d'Amazon? Alors, ce documentaire montre l'emprise du géant mondial du commerce en ligne, Amazon. Il montre l'emprise d'Amazon sur les entrepreneurs canadiens qui ont décidé de commercialiser leurs produits sur son site. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez tentant pour eux, car Amazon est pour eux une vitrine mondiale et ils s'occupent aussi des tâches ingrates. Seulement, en échange, il y a une dépendance vis-à-vis d'Amazon. Très juste. Et alors, sur le plan technique maintenant, quel est votre regard par rapport en tant qu'étudiant observateur? Nous avons beaucoup apprécié la qualité des images et des transitions, ainsi que tous les points de vue qui ont été représentés, les points de vue positifs et négatifs vis-à-vis d'Amazon. Et enfin, nous avons aussi apprécié le fait de pouvoir représenter les données clés d'Amazon et la réalisation de tests par la journaliste. Alors finalement, est-ce qu'au final, il y a une valeur d'exemple ou une valeur pédagogique selon vous? Oui, alors nous avons eu aucun jugement sur Amazon, mais ce documentaire est un contre-exemple finalement, car il montre les abus qui peuvent être faits par un géant du commerce. Et par exemple, on a pu voir dans l'extrait Mike, qui a vu sa fiche produit totalement monopolisée par Amazon, et ça lui a porté énormément préjudice. Entre 1995 et 2014, pendant qu'Amazon établit sa dominance, elle génère 409 milliards de dollars de revenus. Mais son bénéfice net avant impôt est de 4 milliards seulement, l'équivalent de 1% de ses revenus.
Nous avons aussi demandé à Brigitte Alpin d'analyser les états financiers de 2 des concurrents d'Amazon. On s'aperçoit que Walmart et Costco ont une partie de leur revenu total qui devient imposable, qui est beaucoup plus élevé que Amazon. De 1995 à 2014, le bénéfice net avant impôt de Walmart représentait 5,3 % de ses revenus totaux et celui de Costco, 2,8 %. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que sur ce petit bénéfice, Amazon réussit à payer beaucoup moins d'impôts que ses concurrents, Walmart et Costco, ses concurrents dans le monde tangible. Si on regarde Amazon de ses débuts à 2020, une période de 26 ans, on découvre que sur son petit bénéfice, elle a payé 9,8 % d'impôts. Pendant la même période, Walmart et Costco payaient respectivement 31,8 % et 30 % d'impôts. Alors, Sonia Desmarais, qui devait venir chercher le prix, est retenue sur un tournage au Québec. Et donc, c'est Jean-François Normand de la délégation du Québec à Paris qui va prendre son prix. Merci à l'Académie. Meilleure salutation de Sonia Desmarais qui est retenue sur un tournage. Madame Desmarais est une journaliste d'enquête d'expérience. Elle a fait un travail assez intéressant sur une des facettes d'Amazon qu'on connaît moins. On parle souvent des entrepôts, du travail à la chaîne, qui en même temps est souvent un bassin d'emploi important dans certaines régions. Mais de tout l'aspect financier derrière, on en parle beaucoup moins. Moi, je veux me joindre à elle, évidemment, pour vous remercier, dire la fierté que j'ai de voir que finalement, c'est un prix qui a gagné à la suite de 2 jurys. J'imagine que ça a un mérite. Et vous dire que je découvre, pour ma part, l'Académie. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Tout ce monde de la consommation est d'abord un monde de la consommation. Moi, je suis un peu plus vieux. Je suis un peu du club de Rome. Bon, il faut consommer, bien consommer, mieux consommer. Je vous remercie. Bon, maintenant, c'était prévu des échanges avec la salle. Malheureusement, le temps nous contraint, à moins que vous vouliez nous accorder quelques minutes de grâce. Donc, je veux simplement en dire quelques perspectives des prix télévisuels. Nous avons 3 objectifs pour l'année prochaine, et c'est déjà maintenant, puisqu'il y a déjà pas mal de temps qui se sont écoulés en 2023. Renforcer notre veille sur les documentaires, et on appelle les différentes chaînes de vouloir bien collaborer avec nous, car nous avons, je dirais, fait une veille sauvage, mais quand même assez fructueuse si vous en jugez par le palmarès. Ensuite, développer la francophonie, c'est déjà fait, mais on voudrait la renforcer autour de la Belgique et peut-être de la Suisse, puisqu'ils n'ont pas eu de prix cette année. Et ensuite, augmenter notre notoriété. Et je rebondirai sur ce que vous disiez, monsieur. Nous avons besoin de notoriété. Et je remercie également le SIEC et la FACT de nous avoir accueillis. Donc, remerciements aux différentes équipes. Je vous laisse les regarder. Nous avons quelques sponsors. Si nous en avons d'autres, vous êtes tous les bienvenus. Et donc, le SIEC, Mario Guénin qui a assuré la partie audiovisuelle, le club des ménageurs de centre-ville et Albidia qui a assuré la communication. Et ensuite, en dessous, vous voyez tous nos différents partenaires. Donc, merci pour votre attention et peut-être à l'année prochaine. Merci à nouveau à Marie, et puis un grand merci à notre ami Marc Benoun qui a eu cette idée il y a 3 ans et une seconde aventure à bientôt 80 ans à l'époque. Et il a depuis 3 ans bataillé avec les résultats que vous voyez. Donc je propose d'applaudir Marc Benoun. Et cette soirée, j'espère, vous aura donné un aspect de la façon dont on fonctionne pour cette veille permanente. Et je vous incite à aller sur notre site d'une très grande richesse. Il suffit de taper Académie des sciences commerciales sur Internet. Merci et à tout de suite pour le cocktail. Vous trouverez sur le site de l'Académie les résumés des 10 nommés qui vous permettront je dirais peut-être d'avoir envie de regarder les 10 documentaires nommés. Allez, bonne soirée.